Thanks to those who are joining this morning. Alors, merci de nous avoir rejoints ce matin. On va commencer dans quelques instants. All right. So welcome everyone. Bon, alors bienvenue à tous à Chatbot Jeux de société et plus pour utiliser des méthodes innovantes pour impliquer les hommes dans la santé familiale. Alors, ce webinaire est organisé par le projet Momentum, financé par USAID, qui est une série de bourses travaillant dans plus de 30 pays pour améliorer la santé et le bien-être des individus, des familles et des communautés dans le but ultime d'accélérer la réduction de la mortalité et de l'invalidité maternelle, néonatale et infantile. Aujourd'hui, nous accueillerons les orateurs intervenants représentant 5 des plus grandes subventions. Alors, Momentum, transformation et équité de la vaccination de routine, Momentum Leadership national et mondial, Momentum Integrated Health Resilience, résilience intégrée en matière de santé, Momentum soins de santé privés, Momentum chirurgie sûre dans le domaine de la planification familiale et de l'obstétrique. Et je suis Reshna Naik, directrice de la gestion des connaissances, représentant l'accélérateur de connaissances Momentum. Alors, nous sommes ravis que vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai quelques petites annonces. Alors, tout d'abord, vous pouvez vous présenter dans la boîte de chat en continuant. Si vous avez des questions pour les panélistes, nous vous encourageons à les soumettre par le biais de la fonction Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Nos panélistes et leurs collègues y répondront par écrit dans cette fonction. Et n'hésitez pas à utiliser l'espace de discussion habituel pour tout commentaire ou réflexion d'ordre général. Alors, pendant ce webinaire, vous pouvez voir les diapositives, soit en anglais ou en français. Alors, vous allez voir en haut de l'écran, vous avez une option de voir, de sélectionner l'anglais et le français. View Options. Et nous offrons aussi l'interprétation simultanée en anglais et en français. Alors, pour choisir votre langue, cliquez sur l'icône globe en bas de l'écran. Toute personne ici aujourd'hui devrait choisir une langue. Il y aura une personne qui va présenter en français. Alors, ne sélectionnez pas Mute Original Audio parce qu'à ce moment-là, vous entendrez seulement l'interprétation et non l'intervenant. Alors, voilà les mêmes instructions en français. Alors, je veux noter que ce webinaire est enregistré et nous allons envoyer les diapositives et l'enregistrement à tous. Alors, je vais vous présenter Peter Weiss. Peter est l'un des coprésidents de l'IGWG, le groupe, c'est le groupe de travail travaillant sur l'engagement des hommes. Il est professeur à une université en Ouganda et dans la division de la santé mondiale en Suède. Alors, merci pour votre modération aujourd'hui, Peter. Alors, merci énormément pour ceci et cette introduction. On est là pour parler de ces expériences pour engager les hommes dans différents aspects de la santé familiale et la planification familiale avec les partenaires, les immunisations pour les partenaires, pour les enfants, etc. Et la santé génétique. Bien que ce ne soit pas un nouveau sujet, c'est une nouvelle manière d'engager les hommes dans ces domaines. C'est un élément essentiel. Alors, donc, le groupe de travail interagent sur le genre rassemble les meilleures pratiques et utilise ces méthodes pour engager les hommes et les garçons. Et donc, tout ceci nous rappelle que nous devons engager les hommes et les femmes à cause de leurs besoins distinctifs et leur vulnérabilité. Et l'engagement des hommes peut bénéficier tout le monde, y compris les femmes et les filles. Par exemple, nous devons reconnaître les besoins spécifiques des hommes et y répondre
tout en veillant à ne pas engager les hommes au détriment des femmes. L'engagement des hommes et des garçons nous encourage à essayer de transformer les relations et les normes sexospécifiques néfastes, sans pour autant négliger la diversité des hommes et des garçons. Pour référence, nous ajouterons également un lien vers la politique 2023 de l'Agence des États-Unis pour le développement international en matière d'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, qui présente la vision du travail de l'USAID pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde entier. Alors, il est très important que les gens examinent ces documents parce que ce sont vraiment des documents importants de politique. Aujourd'hui, nous allons entendre donc les propos du projet Momentum pour engager les hommes et les garçons au Mozambique, au Pakistan, au Sud-Soudan et en Côte d'Ivoire. Alors, nous entendrons parler d'un chatbot unique en son genre visant à déstigmatiser les conversations autour de la planification familiale, des besoins reproductifs et des options contraceptives. On va aussi entendre les résultats d'une évaluation utilisant la technique du changement le plus significatif pour comprendre comment les hommes peuvent être impliqués dans les services de PF et de SR et de SMNI d'une manière qui réponde aux besoins des couples sans porter atteinte aux droits et à l'autonomie des femmes. On va aussi entendre parler des enseignements tirés de la collaboration avec les comités de santé communautaires, les dirigeants locaux et les personnes influentes afin de comprendre pourquoi les hommes ne participent pas à la vaccination de leur famille. Et aussi, on va entendre parler des résultats du pré-test d'un jeu de société interactif sur l'engagement masculin que les couples peuvent utiliser pour s'informer sur l'espacement des naissances. Et finalement, on va entendre parler de la réflexion sur les résultats d'une analyse mondiale des tendances en matière de vasectomie publiée récemment. Alors, nous allons avoir de courtes présentations de la part de chacun de nos panélistes. Alors, pendant la présentation des panélistes, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de Q&A et vous pouvez mettre vos commentaires, vos idées, vos réflexions dans la boîte de chat. Après la présentation, nous aurons une discussion avec l'ensemble du groupe pour approfondir et réfléchir aux leçons tirées de leur travail. Alors maintenant, je vais donner la parole à Aïcha, qui est la directrice nationale de PSI Pakistan et membre de Momentum Private Healthcare Delivery, pour qu'elle nous parle du chatbot VR. Alors, à vous la parole, Aïcha. Aïcha, si vous pouvez allumer votre vidéo et allumer votre micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Alors, merci de m'avoir invité. J'ai hâte de partager ce que nous avons appris au Pakistan. Alors, le Pakistan est un pays plutôt unique où on a vu que la taille de la population du Pakistan et le taux de croissance de la population est bien au-delà de ce que les professionnels du secteur de la santé voudraient voir. Et donc, le TPCM chez les femmes mariées reste stagnant. Il est à 26,9%. Les messages sur la planification familiale ont été surtout ciblés vers les femmes, mais on sait que c'est une société patriarcale et donc c'est les hommes qui ont le pouvoir de décision en ce qui concerne le nombre d'enfants et les pratiques contraceptives. Bien qu'ils aient ce pouvoir de décision, ils n'ont pas les bonnes informations à propos de la contraception. Et donc, il n'y a pas eu d'approche programmatique envers eux jusqu'à maintenant. Et donc, il y a eu cette faille. Et il y a aussi cette stigmatisation ou plutôt cette timidité, cette honte envers l'utilisation de la planification familiale, de la contraception. Et il y a très peu de partenaires mâles qui connaissent ce sujet au Pakistan. Et donc,
Et donc, nous n'avons pas vu de changement dans les taux de croissance. On a décidé qu'on devait faire les choses différemment et on voulait vraiment cibler ce groupe des hommes parce qu'ils ont ce pouvoir de décision plus important, mais ils n'ont pas les bonnes informations, ils n'ont pas les bonnes sources d'informations. Alors, gardant ceci à l'esprit, on a vu ceci comme une opportunité. On a lancé, on a pris l'approche une approche transformatrice du genre et des formations pour ces hommes qui travaillent dans la planification familiale et aussi on a travaillé sur des messages pour les hommes en général pour qu'ils comprennent mieux leur rôle. Et on a vu aussi au Pakistan que la programmation a été très, très euh, analogue parce que c'est vraiment une façon traditionnelle de travailler. Voyant que le MCPR était stagnant, on a réalisé que si on voulait vraiment atteindre une grande population d'hommes, on devait faire les choses différemment et on devait avoir une approche plus rapide et d'une manière qui résonne avec eux, qui soit plus pratique pour eux et s'attaquer à cette timidité, à cette problématique aussi autour de leur vie privée parce que c'est un sujet tabou. Donc, certaines provinces au Pakistan il y a une demande plus élevée pour la promotion de la planification familiale et donc un engagement des hommes plus élevé. Alors, on a utilisé l'Internet, les médias sociaux, etc. Parce qu'il y a énormément d'utilisation de l'Internet et des téléphones portables. Les hommes ont presque tous des téléphones portables. Alors, comme je l'ai dit, comme on savait qu'on devait faire les choses différemment, on a introduit notre marque globale VIA. Ça a commencé en tant que chatbot. C'était le premier chatbot sur le bien-être. Et donc, c'est le premier chatbot au Pakistan qui cible de manière spécifique les hommes. Ce qu'on a fait, c'est on a fait beaucoup de recherches et on a identifié les différents genres d'hommes au Pakistan et on a créé des personnalités qui ciblaient ces personnes et on a créé des contenus transformateurs de genre. Alors, il y a divers défis. On ne veut pas on veut que ces hommes s'approprient la décision et que les couples s'approprient la prise de décision et prennent leurs décisions ensemble. Et donc, on a créé ce chatbot. Donc, il est ciblé vers les hommes et les femmes, mais surtout les hommes. Parce que c'est une approche de plateforme, il y a un site web associé à ceci. C'est encore en travail en cours, on continue à y travailler. On a fait des campagnes de marketing social sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et on a aussi fait des blogs. On est allé aussi dans les universités pour parler aux hommes et aux garçons pour voir si on pouvait leur demander d'utiliser ce chatbot. Et donc, pour influencer les messages transmis d'un homme à un autre, leur disant qu'il y avait une plateforme privée où ils pouvaient parler de ces informations et ils pouvaient aussi parler de ces sujets avec leurs femmes. On a aussi inclus la télémédecine et le commerce dans ceci parce que, en fait, on veut fermer la boucle. On veut donner un parcours facile aux hommes et aux femmes. Une fois qu'ils ont les bonnes informations, une fois qu'ils sont au stade où ils s'intéressent à cet espace, où ils en comprennent plus sur l'APF, comment ceci les impacte. Une fois que ceci est fait, s'ils veulent adopter une méthode de planification familiale, ils peuvent utiliser la télémédecine ou d'autres canaux pour
le faire. Alors, l'une des choses importantes sur lesquelles on voulait se focaliser, c'est que les femmes au Pakistan ne vont pas dans les pharmacies pour acheter des produits, surtout pour les préservatifs et même pour les hommes. Ils sont timides. Aïcha, il faut synthétiser. Donc, ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à aller acheter ceci eux-mêmes. Alors, on a donné une option de e-commerce pour les femmes pour qu'elles puissent avoir accès à ces produits dont elles ont besoin. Alors, voilà certains des impacts que nous avons atteints. Nous avons à peu près plus de 38 000 nouveaux utilisateurs du chatbot. C'est des hommes. 87% de ces utilisateurs sont des hommes. L'âge moyen est de 28 ans. Le nombre moyen de messages de 1,3 million. Et vous verrez que les utilisateurs sont mariés. 48% des utilisateurs sont mariés et c'est très intéressant parce que le reste des utilisateurs ne sont pas des hommes. On pourrait dire que c'est des jeunes parce que c'est des jeunes qui normalement n'ont pas accès à une plateforme pour avoir accès. Il y a aussi les utilisateurs parlent l'ourdou et donc 70% donc access est dans la langue ourdou. C'est vraiment très prometteur pour nous. Aïcha, on n'a plus de temps. Très rapidement. Je crois que j'ai terminé, mais comme je l'avais dit, c'est vraiment un chatbot omnicanal et bilingue et la plupart des gens qui l'utilisent en ourdou. Les sujets prioritaires sont la santé sexuelle, les méthodes de planification familiale et l'âge moyen est de 29 ans. Merci. Merci Aïcha de nous avoir parlé de ce chatbot et comment les hommes l'ont utilisé. Et maintenant, Rosaline, vous avez la parole. Elle est conseillère sur le genre. L'interprète s'excuse, elle n'entend plus l'intervenant. Merci beaucoup. Mais je pense que la présentation qui est affichée est en anglais. Si je peux avoir la version française. To make her presentation, and you have 5 minutes. Vous avez 5 minutes. Rosalie? Allô? Oui, j'ai la version anglaise de la présentation. Si je peux avoir la version française. I hope you selected. Roseline, en haut de l'écran, il y a View. En haut à droite, View, sélectionnez la version française. OK. If you could go at the top and select English, D'accord. French slides. Merci beaucoup. Ma présentation porte sur le thème « Engager les hommes tout en renforçant l'autonomie des femmes, l'utilisation du changement le plus significatif pour comprendre l'engagement des hommes en Côte d'Ivoire et au Togo ». Slide. Et pour rappel, MCGL au niveau global a une question d'apprentissage qui porte sur l'engagement des hommes. Et sur cette question globale, le Togo et la Côte d'Ivoire de façon spécifique ont formulé une question plus spécifique qui est la suivante. Comment les hommes peuvent-ils être impliqués dans les activités communautaires de communication de couple de manière à favoriser des résultats positifs en matière de PF, santé maternelle, sans compromettre les droits et l'autonomie des femmes? Et pour répondre à cette question d'apprentissage, des interventions ont été mises en œuvre dans les deux pays. Slide. Prochain slide. Et de façon spécifique en Côte d'Ivoire, nous avons mis en œuvre une intervention de communication de couple dans les zones d'intervention du pays.
Et l'outil que nous avons utilisé, c'est une adaptation du programme P développé par Equimundo. Et comment nous avons évalué le résultat de cette intervention-là? Prochain slide. Pour l'évaluation de notre intervention de communication de couple, nous avons utilisé une méthodologie qualitative d'apprentissage adaptatif appelée changement le plus significatif, donc en abrégé CPS. Et la méthodologie a demandé de formuler une seule question de recherche CPS qui est affichée dans le slide en cours. Selon vous, quel est le changement le plus important qui s'est produit dans votre communauté en ce qui concerne les rôles des femmes et des hommes dans la PFSC depuis les activités de communication de couple? Et sur la base de cette question de recherche, des activités de discussion de groupe ont été menées dans les différentes zones avec les bénéficiaires et les acteurs clés de mise en œuvre de l'année 1 du projet afin de collecter des données sur les histoires de changement significatifs. Et quels ont été les résultats de cette étude? Prochain slide. Comme vous le voyez dans le premier tableau, le graphique en bas, ce graphique présente les différentes histoires de changements significatifs que nous avons collectées sur le terrain, catégorisées par domaine et par sexe. Le bleu représentant les hommes et les femmes en vert. Et les différents domaines de changement concernent le rôle de l'homme dans le ménage, l'harmonie dans le foyer, le rôle de l'homme dans la santé. On a noté également des changements dans l'attitude et l'utilisation de la PF, l'acceptation du souhait des femmes et notamment dans la prise de décision. Et le tableau en face présente un peu le nombre d'histoires sélectionnées par domaine. Slide. Je vais vous partager un exemple d'histoire de changement significatif qui nous a été partagé par une participante sur le rôle de l'homme dans la santé et le ménage. Je vais vous lire quelques lignes de son histoire. Lorsque nous avons commencé le travail, je vois que mon mari a changé. Il m'aide à travailler. Dans ces 2 jours, je suis malade. Et lorsque nous allons au champ, c'est le monsieur qui découpe le bois. Il prend les ignames et les régimes de bananes sur son vélo pour envoyer au village. Depuis longtemps, je suis malade. Mon mari ne me donnait pas de l'argent pour aller à l'hôpital. Mais avant-hier, il m'a donné de l'argent et il m'a accompagné pour mes soins à l'hôpital. Ainsi partagé quelques propos relatés lors de la collecte de données par une participante. Et comment tout ceci nous a aidé à répondre à notre question d'apprentissage. Prochain slide. L'étude CPS nous a permis de pouvoir relever sur le terrain plusieurs domaines de changement. Et l'un des domaines, c'est la PF. Et nous avons, à travers l'étude a montré à l'endroit de certains couples qui ont participé une attitude positive à l'égard de l'utilisation de la PF et une augmentation de l'utilisation de la PF. Dans le domaine relatif au rôle de l'homme dans le ménage et dans la santé, l'étude a révélé une meilleure implication désormais des hommes dans la gestion quotidienne des tâches domestiques, des travaux champêtres et de la santé de leurs femmes et de leurs enfants. Et cela est dû à cette amélioration de la collaboration entre désormais les 2 partenaires. On a aussi collecté sur le terrain assez d'histoires de changement démontrant une amélioration de la communication dans le couple pour certains couples qui ont participé à cette intervention. Et cette amélioration de la communication a contribué à renforcer l'harmonie au sein de certains ménages et à la réduction des violences faites par les partenaires intimes. On a aussi noté, mais c'était des changements pas assez nombreux, une amélioration de la participation des femmes dans la prise de décision au sein de certains ménages. Un autre changement qu'on a pu noter aussi, c'est l'acceptation des souhaits des femmes par les maris. Et les maris, à travers cette intervention, ayant mieux compris les besoins et les préférences de leurs femmes, surtout les besoins de santé, ils sont plus conscients des défis auxquels les femmes doivent faire face, surtout en termes de charges ménagères et de tâches champêtres, de travaux champêtres, acceptent d'apporter leurs souhaits et d'accompagner leurs femmes, de les aider. Mais nous avons noté qu'au niveau de ce changement,
de ce changement, on n'a pas eu assez de changement au niveau du pouvoir de décision qui n'a pas vraiment bougé. Ainsi, présenter quelques résultats de l'intervention de communication du couple en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Uh, Thank you so much. Merci énormément. I would like to remind the audience Et je voudrais rappeler à l'audience d'ajouter vos questions ou vos commentaires, vos questions dans la boîte de Q&A et vos commentaires dans la boîte de chat. Avant, on va faire un petit sondage avant la prochaine présentation. Chez moi, j'ai vu des programmes conçus et mis en œuvre d'une manière qui engage les hommes sans limiter ou compromettre l'autonomie des femmes. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question basée sur votre expérience? Je vous donne 30 secondes. Okay, let's see the results. Alors, voyons les résultats. It seems that most of you, Il semble que pour la plupart about d'entre vous, almost 45%, c'est presque 45% sont plutôt d'accord avec ceci et un autre pourcentage de 21% sont d'accord. Alors, en général, c'est une bonne chose. Alors, merci énormément. Alors, notre prochaine présentatrice, Neda Gesela, conseillère nationale en communication pour le changement social et comportemental au Mozambique pour le projet Transformation et équité de la vaccination de routine. Merci. Alors, je suis Ned Gesela et donc conseillère nationale au Mozambique. Donc, le projet de transformation et équité de la vaccination de routine applique ces bonnes pratiques pour éliminer les obstacles à la vaccination de routine. Nous démontrons aux gens qu'ils sont tous éligibles pour la vaccination et nous travaillons surtout sur les communautés mal desservies. Merci. Alors, des millions d'enfants continuent à ne pas être vaccinés chaque année. Alors, les rôles de genre et les normes disent que les mères sont vraiment les seules qui s'occupent de ces enfants. Nous, au Mozambique, nous travaillons sur la participation des hommes pour améliorer et maintenir la couverture. On a vu que le manque d'implication des hommes contribue à une diminution de la prise vaccinale, une augmentation du nombre d'abandons des vaccins, de la vaccination, et le début et achèvement tardif des calendriers de vaccination systématique pour les enfants. On a vu que les interventions génératrices de demandes ciblent traditionnellement les femmes, ce qui fait que les hommes se sentent malvenus ou mal à l'aise dans le service de santé infantile. Alors, on voit qu'à un certain moment, les hommes ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup à faire par rapport à l'immunisation des enfants. Mais c'est surtout parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils devraient faire. Ils ne sont pas conscients de ce qui doit être fait. Alors, il y a un manque de lois, de politiques, de données et de formation sur les questions du genre dans le secteur de la santé. L'un des problèmes que nous avons vus par rapport à l'implication des hommes au Mozambique. Alors, la prochaine diapositive. Alors, les facteurs liés au genre qui affectent la santé. Alors, voilà cette image
qui vient du brief de Momentum sur une approche basée sur le genre. Alors, on voit que l'accès est l'un des problèmes qu'on a vu. Il y a pratique et la participation, les croyances et perceptions et les institutions et lois donc établissent ces systèmes qui restreignent l'accès des hommes et des femmes à des services de santé de qualité. Alors voilà des éléments à propos des provinces dans lesquelles nous travaillons au Mozambique, au nord du Mozambique, Zambézia, les provinces de Zambézia, Nampula. Notre focalisation est vraiment le Mozambique. Donc l'implication des hommes dans ces provinces, c'est vraiment là où les hommes amènent les enfants dans les cliniques pour qu'ils soient vaccinés. Et on voit que les hommes ont envie de faire ceci. Mais ceci ne s'aligne pas avec leurs normes sociales, surtout au nord du Mozambique, à la province de Nampula. C'est une province qui est à majorité musulmane. Et donc, ce n'est pas une norme sociale pour un homme d'emmener son enfant se faire vacciner. Et donc, surtout si on n'a pas un espace pour ces hommes au sein de ces centres de santé. Et en général, un manque d'informations à propos des immunisations veut dire que les jeunes n'emmènent pas leurs enfants se faire vacciner. Si le père, l'homme, n'a pas d'informations à propos du calendrier de vaccination et ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on s'implique dans l'immunisation des enfants, ça veut dire que ce manque de connaissances, ils ne vont pas s'impliquer dans ceci. Alors, les messages que nous utilisons à propos de ce travail au nord du Mozambique, donc nous notons l'importance qu'il faut que les hommes aident la mère à emmener les enfants se faire vacciner. Là, nos messages sont que les hommes devraient accompagner les femmes quand elles emmènent l'enfant se faire vacciner dans les centres de santé. On travaille aussi sur la question d'accès. Et aussi, si par exemple, si l'homme ne peut pas aller au centre de santé, il pourrait rester à la maison pour effectuer les tâches que la mère ferait normalement pour le foyer. Et comme ça, ceci veut dire que la mère peut emmener l'enfant se faire vacciner. Et ceci s'adresse donc aux pratiques et à la participation et à l'emploi du temps par rapport aux femmes, parce qu'on sait que c'est les femmes qui ont beaucoup à faire dans le foyer, qui font la plupart des corvées. Et donc, si elles ont un peu de temps libre pour emmener l'enfant au site de santé, on partage ces informations pour que les hommes le comprennent et puissent aider à réduire le fardeau pour la femme. Et donc, on parle aussi du calendrier des vaccinations parce que nos recherches démontrent que les hommes ne sont pas conscients de ce calendrier de vaccination et nous assurons que ils savent que les enfants doivent avoir accès à ceci et c'est partagé à travers les groupes de travail communautaires, les acteurs de la santé dans les communautés. Alors, le projet en Mozambique. Alors, c'est la priorité d'impliquer les hommes dans les provinces. Vous voyez ces images où il y a des hommes dans des centres de santé emmenant leurs enfants se faire vacciner. On s'attend à ceci, mais ce n'est pas tout ce qu'on veut de la part des hommes. Comme on l'a dit dans la diapositive précédente, il y a beaucoup
plus d'éléments pour il faut vraiment ils ont d'autres choses à faire pour s'impliquer dans cette immunisation des enfants. On travaille avec les soignants pour s'assurer avec ces centres, pour s'assurer qu'il y ait cette implication des hommes sans réduire l'autonomie des femmes. Et le projet s'adresse aux comportements et aux croyances qui disent que les femmes sont les seules qui sont responsables pour la vaccination des enfants. Merci. Bon, alors merci énormément pour ceci. Alors maintenant, c'est Kenya qui va nous parler, qui est conseillère en changement de comportement social et en égalité des sexes pour le projet Momentum Résilience au Sud-Soudan. Alors, merci, Peter. Je veux dire aux participants que Momentum Résilience sanitaire intégrée au Sud-Soudan, depuis le début de son projet, a fait des évaluations et au sein de ces évaluations, il y a eu on a eu des résultats et donc des conclusions. Et certaines de ces conclusions, c'est sur ceci que nous avons créé ce jeu de société basé sur ces résultats. Et donc, alors, par rapport à... Donc, on a compris à partir de ces évaluations que les hommes ont ce pouvoir de décision au sein du foyer et aussi dans les communautés et ont plus d'accès aux ressources. Et cela veut dire que ils ont cette influence sur les femmes. Et donc, ces conclusions nous ont informé du fait que les hommes et les garçons ne sont pas conscients de l'importance des soins prénatals et après la naissance. Alors, l'évaluation des normes sociales nous ont montré qu'il y avait des tabous autour de l'apparition des premières règles chez les filles. Surtout par rapport à la simple compréhension de ce phénomène par les hommes. Et le concept de la planification familiale est quelque chose qui n'est pas populaire parmi les gens au Sud-Soudan. Alors, l'engagement des hommes pour relever ces défis. Alors, ces activités sont basées sur nous avons utilisé quelque chose que nous appelons le partenariat, la qualité du partenariat. Alors, nous avons utilisé un cycle d'action communautaire pour une approche de transformation du genre qui a une optique basée sur le genre. Alors, il est important que nous avons des approches à plusieurs niveaux sur l'engagement des hommes. Et en parlant de l'engagement, donc de ce jeu de société sur l'engagement masculin, voilà ce dont nous parlons. Donc, ce jeu de société est interactif qui force une discussion entre les hommes et les femmes, surtout à propos des normes du genre. Et il souligne le rôle de l'engagement masculin dans la planification familiale et les soins des enfants. Et ceci permet à ceux qui jouent ce jeu de comprendre les conséquences de ne pas impliquer les hommes. Alors, le genre de messages qui sont inclus dans ce jeu de société comprennent, par exemple, les hommes ne pourraient pas comprendre, par exemple, les complications qui s'associent à la grossesse et donc ne pourront pas aider les femmes s'il y a des complications.
Et donc, le jeu de société parle de problématiques liées à la résilience. Et là, on se focalise sur différents. Donc, les familles avec beaucoup d'enfants et celles qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Alors, et la différence entre ceux-ci. Alors, quand on parle des chocs, des stress, ceci pourrait être très... Et c'est difficile à gérer quand il y a des problèmes et il y a une famille avec beaucoup d'enfants. Les femmes pourraient ne pas pouvoir pourraient ne pas aller aux cliniques, etc., sans l'appui de leur mari. Et donc, c'est tous les messages qui sont inclus dans ceci. Alors, sur les bénéfices, les avantages de l'engagement masculin, alors basé donc sur l'évaluation menée par Momentum, nous avons développé une plateforme qui s'appelle Sawa Lebad, ensemble l'un pour l'autre, et pour créer une plateforme où les hommes et les femmes peuvent facilement discuter et arriver à des compromis. Comme je l'ai dit, notre évaluation des normes du genre ont démontré que les hommes ont le pouvoir de décision dans les familles. Et donc, Sawa Lebad, c'est un appel à l'unité qui permet aux hommes de comprendre l'importance de la planification familiale en lien avec la famille elle-même. Et donc, et le concept qui Sawalebad fournit un cadre culturel pour arriver à l'équité entre les hommes et les femmes, équilibrer la dynamique des gens et s'assurer qu'il y ait une durabilité au comportement envers la santé. Et donc, voilà les bénéfices que nous avons obtenus de ces activités dans certains endroits où nous mettons en œuvre. Donc, dans un certain comté, nous avons vu, par exemple, une force accrue par l'utilisation des services. Par exemple, la planification familiale a augmenté, les services de planification familiale a augmenté. Et aussi le fait que les hommes accompagnaient leurs femmes pour obtenir des soins de santé et une réduction de la violence à l'égard des femmes. Par exemple, alors, en introduisant ce jeu de société, on voit que les hommes commencent à prendre conscience de l'importance du genre. Et donc, il y a une augmentation de la cohésion sociale qui démontre cette compréhension accrue de travailler ensemble, des bénéfices de travailler ensemble. Alors, sur les résultats, on a obtenu des informations de la part des hommes par rapport aux unités de planification familiale et ils voient les hommes arrivant avec leurs femmes pour la consultation. Et ça, ceci n'arrivait pas auparavant. Et ceci démontre que les hommes commencent à comprendre l'importance de la planification familiale. Vous devez synthétiser maintenant. À Djouba, nous sommes heureux de noter que nous avons des volontaires qui sont des fonctions, qui sont des champions et de ceci et qui veulent bien partager ces informations à propos de la planification familiale et de ce travail en partenariat avec les femmes dans les communautés. Et alors, ce que je dirais, c'est que l'engagement des hommes, c'est une stratégie importante et c'est aussi une activité qui requiert du temps. Et donc, en impliquant les hommes, on peut créer une famille saine et une communauté saine. Merci pour ces exemples du Sud-Soudan. Avant de
Je veux que les participants reflètent sur ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Si tapez dans la chat pour décrire quelque chose qui a résonné et qui a été surprenant à propos des présentations. Vous avez, si vous pouvez, vous avez 20 secondes pour taper et dans la boîte de chat. Écrivez ce qui a été surprenant, ce que vous avez aimé. I've seen one or two. So if we can have more people write something, what has resonated with you? Dans What quelques has- mots, d'écrire quelque chose qui résonne avec vous, ou quelque chose qui vous a surpris. Quelques-unes des réponses sont dans le chat. Par exemple, les hommes sont plus aptes à participer et que c'est essentiel également d'intégrer les hommes. Donc, il y a beaucoup d'idées déjà dans le chat. Continuez, s'il vous plaît, à mettre vos idées dans le chat. Maintenant, nous passons à notre prochain intervenant qui va être Roy. Roy, si vous pouvez continuer avec votre présentation. Merci, Peter. Bonjour à tout le monde. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais donner une vue d'ensemble rapide d'une étude que nous avons menée sur l'utilisation des vasectomies dans le monde et dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. C'était un article publié il y a quelques mois. On a examiné les pratiques de vasectomie dans 95 pays, soit plus de 90% de la population mondiale, 84 pays à revenus faibles ou intermédiaires et seulement 11 pays à revenus élevés. On a fait une comparaison entre le recours à la vasectomie et le recours à la tuberectomie et on a fait une comparaison avec les statistiques des Nations Unies sur le recours à la vasectomie. La vasectomie n'est que l'une des deux seules méthodes contraceptives pour les hommes et c'est l'une des deux seules méthodes permanentes pour les hommes. Il y a des mythes et des idées fausses profondément ancrées chez les hommes, les femmes et les prestataires et les préjugés des prestataires à l'égard de la santé sont très répandus. Malgré de nombreuses caractéristiques positives de la méthode, la demande de vasectomie a toujours été faible dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, même s'il y a certains pays où le taux est un peu plus élevé. Voilà quelques principales conclusions de notre étude. On nous a demandé ce qui était surprenant et on était un peu déçus de voir que le nombre de personnes ayant subi une vasectomie dans le monde a diminué de 61% au cours des 20 dernières années, soit moins de la moitié de ce qu'il a été il y a 40 ans. Seuls 20 pays sur 197 ont une prévalence de vasectomie égale à ou supérieure à 1%. Dans presque tous les pays à revenus faibles et intermédiaires, la prévalence, ou à quelques exceptions près, la prévalence a été toujours négligeable. Seule une femme sur 1000 ou moins compte sur la vasectomie d'un partenaire. Et comme nous allons montrer dans quelques instants, les pays où l'égalité entre les hommes et les femmes est la plus grande figurent parmi ceux où la prévalence de vasectomie est la plus élevée et vice-versa. Ceci montre la tendance que je viens de décrire au cours des 4 dernières décennies. Moins de presque 800 millions d'utilisateurs de contraceptifs dans le monde et Tibet. Et vous pouvez voir que l'utilisation de cette méthode permanente ou les méthodes permanentes des femmes a augmenté, mais même si la population du monde a doublé, l'utilisation des contraceptifs a augmenté de manière générale dans presque tous les pays. Et la taille désirée de la famille a diminué, mais recours aux vasectomies reste toujours faible.
dans certaines régions et certains pays, la disparité entre l'utilisation des hommes et des femmes des méthodes permanentes est encore plus importante. Par exemple, en Inde, il y a un ratio de 76 contre 1. Cette diapo montre la correspondance très élevée de la vasectomie et l'égalité du genre. On a fait une notation de la prévalence de 140 pays et la Corée du Sud a la prévalence la plus élevée du monde de vasectomie. Une femme sur 6 dépend des partenaires pour une vasectomie et dans 91 pays qui ont répondu à nos critères, 3 des 5 et 8 des pays ayant le meilleur classement ajusté des Nations Unies pour l'égalité figurent parmi les 10 pays où la prévalence de la vasectomie est la plus élevée. Et ce serait encore plus frappant, sauf qu'il faudrait enlever la Suisse, Danemark et la Norvège, qui ont une grande égalité du genre, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de statistiques sur les méthodes contraceptives ou qui n'ont pas donné des informations dans les délais qu'on avait recherchés. Dans tous les pays, sauf les États-Unis, il est notable que les hommes, les méthodes utilisées par les hommes dépassent où la prévalence à la vasectomie est supérieure à celle de la tubectomie. Aux États-Unis, c'est à peu près 11 de vasectomie et 11 tubectomie. Dans notre étude, on a fourni des recommandations. J'ai souligné les plus saillantes pour aujourd'hui. Il est important d'avoir des champions de la vasectomie à tous les niveaux, les politiques, les programmes, les prestataires, les communautés les donateurs et les hommes satisfaits aussi qui ont eu une vasectomie et qui sont prêts à en discuter avec d'autres au sein de leur communauté. On n'a pas eu généralement suffisamment de ressources pour avoir un travail cohérent du côté de la demande en mettant l'accent sur les femmes et les hommes et en s'attaquant aux contraintes liées au genre. Donc, il faut mettre davantage l'accent sur le travail axé sur la demande. On a parlé aussi de la valeur et de l'importance des différents médias et sources de communication pour améliorer la connaissance de la vasectomie, mettre les clients en relation avec les prestataires et garantir une meilleure qualité et gestion des soins et des effets secondaires. Finalement, développer une initiative axée sur la vasectomie ou dans le cadre d'un projet plus large sur la santé masculine ou la santé reproductive. Merci beaucoup. Et à vous, Peter. Merci, Roy. Roy fait beaucoup de travail dans ce domaine et comme vous avez vu dans sa présentation, il s'agit d'un sujet très important et pertinent. Maintenant, nous allons avoir un débat avec nos intervenants. J'invite à nos intervenants d'activer vos caméras si vous souhaitez. J'ai certaines questions pour tous nos panélistes et j'aimerais vous poser ces questions. Mais aussi pour notre public, si vous avez des questions que vous aimeriez poser, vous pouvez les ajouter au Q&A, questions-réponses. Et pour les panélistes, si vous voyez des questions dans le chat ou la boîte Q&A, vous pouvez répondre. Je vais commencer avec Aïcha. On va résumer à cause des limites du temps. Mais selon le type de programme, les hommes peuvent être engagés en tant que partenaires de soutien, utilisateurs directs de services ou soignants, comme dans le cas de la nutrition ou de l'immunisation des enfants. Quelles considérations votre équipe a-t-elle prises en compte pour déterminer la meilleure façon d'impliquer les hommes compte tenu de leur rôle dans le type de programme de votre projet? Est-ce que vous pourriez partager un exemple qui aide à illustrer cela? Et une question liée plus tard pour Roy après. Oui, merci. Merci, Peter. On commence avec Aïcha. Merci pour la question. Ce que nous avons fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons mené
une recherche très exhaustive où on a essayé d'avoir les perspectives des hommes et de comprendre leurs besoins, leurs intérêts, ce qu'ils pensaient par rapport à ce sujet. Et là où ils pensaient qu'il y avait manque d'informations, après avoir compris leurs besoins, leurs intérêts et leurs défis, y compris tout un éventail de perspectives, d'avoir honte, de ne pas avoir accès aux informations ou ressources, d'avoir l'impression d'être jugés lorsqu'ils ils tentent d'avoir accès à ces services. Après avoir compris donc tous ces besoins, on a modifié notre communication pour cibler ces défis. Comme exemple, le chatbot était l'un des résultats de cette recherche parce que nous avons compris que les hommes voulaient quelque chose qui était privé, où il n'y avait pas de jugement, où ils pouvaient avoir accès aux informations dans un endroit et qui était très commode pour eux. Et donc, ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser cela dans un contexte et à un moment où c'était plus réceptif. Donc, le chatbot est un exemple et c'était notre approche. Thank you so much. Merci. Kenny, the application in South Sudan. Au Sud-Soudan, est-ce que vous pouvez parler de cela pour nous? Okay, thank you, Peter. Yes. Hope you're getting me. Merci, Peter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Yes, as I mentioned earlier on that we Comme conducted je l'ai dit, the country nous avons mené une analyse dans le pays et l'une des recommandations was that était given que the male domination in family planning decision making, la prise de décision en matière de planning familial nécessitait plus des stratégies pour impliquer les hommes, pour que les hommes soient plus impliqués men and boys especially, et les garçons aussi, make them as partners for an who can be able to help advocate and et pour qu'ils puissent être des partenaires pour promouvoir les questions liées aux services de santé reproductive et sexuelle. Par exemple, y compris avec les contraceptifs modernes, l'âge du mariage, par rapport au mariage des jeunes filles, d'aborder ces questions et aussi l'importance d'envoyer les filles à l'école. Donc, le programme d'implication des hommes, c'est ce que nous avons examiné, discuté et c'est le résultat de ce que nous avons essayé de mettre en place. Merci, Kenny et Roy. Lorsque on essaie d'impliquer les hommes comme utilisation de planning familial, quelles sont les considérations essentielles? Oui, j'en ai parlé de quelques-uns, mais il y a aussi l'importance du conseil pour les couples, d'avoir les clients satisfaits, qui puissent parler aux autres hommes de leur expérience positive. En moyenne, un couple prend à peu près 2 ans pour prendre la décision dès le moment de la considération jusqu'à l'adoption ou le fait d'avoir une vasectomie. Donc, côté demande est important parce que le côté service ne sera très rapide tant qu'on n'aura pas abordé toutes ces fausses conceptions et mythes. Mais les services qui sont conviviaux pour les hommes, c'est important. Vous pouvez essayer d'avoir les services au lieu de travail, par exemple, ou bien des heures, des cliniques qui prennent en compte les heures de travail des hommes pour qu'ils puissent aller en dehors des heures de travail. Voilà quelques éléments que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, Roy. Et maintenant, Rosaline. Encore une fois, Roy, si on a le temps aussi. Quand on fait participer les hommes à divers types de programmes de santé, comment peut-on s'assurer que les hommes et les femmes partenaires bénéficient des soins de haute qualité? C'était aussi une question posée par le docteur dans le chat, Rosaline. OK, merci beaucoup. Je vais vous partager peut-être l'expérience de mon projet MCGL en Côte d'Ivoire. Comment nous faisons pour nous assurer que les hommes et les femmes bénéficient de soins de qualité. Il est important de bien comprendre les besoins et les préférences, que ce soit des hommes et des femmes, en matière de soins de qualité, parce que nous intervenons très souvent dans des communautés tant urbaines que rurales, et surtout dans des communautés rurales, chaque communauté a sa perception de ce que c'est que la qualité.
en tenant compte de leurs valeurs socio-culturelles, en lien avec notamment les normes nationales et internationales de qualité. Donc, c'est important de pouvoir prendre en compte cela. Et ce que nous avons fait au niveau de MCGL Côte d'Ivoire, nous avons un volet communautaire, un volet clinique. Et au niveau clinique, nous travaillons avec les prestataires de soins pour renforcer leur capacité sur la qualité des soins, parce que nous avons intégré un volet soins respectueux. Donc, nous travaillons avec eux pour qu'ils puissent prendre en compte ce volet-là. Et au niveau communautaire, nous avons mis en place un mécanisme de redevabilité communautaire permettant de renforcer la voix des communautés sur l'offre de soins de qualité, afin que les communautés puissent donner leur feedback sur les soins qu'ils reçoivent. Et on a appelé ce mécanisme tableau figuratif, qui est un mécanisme comme une boîte à suggestions qui est intégrée dans les communautés. Et quand ils vont dans le centre de santé, quand ils reviennent de retour dans la communauté, ils peuvent donner leur avis sur le service qu'ils ont reçu. Et en fonction de tout ce qui ressort de la collecte des données de ces tableaux, des analyses sont faites et quand il y a un problème, des dialogues communautaires sont organisés avec les centres de santé pour comprendre le problème et ainsi établir un plan d'action pour pouvoir trouver ensemble des solutions et améliorer la qualité du service. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup, Rosaline. Nedi, merci. Pour nous, si nous avons vraiment l'impression que la demande doit être satisfaite, que les besoins des hommes doivent être satisfaits, et nous croyons donc qu'il faut que les hommes aient l'impression qu'ils ont une voix dans la prestation de services et que leur voix soit prise en compte. Et aussi, nous examinons la question du point de vue de la demande et de l'offre. Donc, nous croyons que les hommes et les femmes doivent connaître leurs droits et ce à quoi on peut s'attendre du système. Et ils doivent savoir lorsque les cliniques seront ouvertes, lorsque les services seront proposés et ce qu'il faut apporter au centre de santé, que ce soit la carte de vaccin, de vaccination ou tout autre document ou élément qu'il faut apporter à la clinique. Il faut aussi avoir un niveau adéquat de connaissance vis-à-vis de l'immunisation aussi. Du côté de l'offre, c'est un principe similaire de la campagne de vaccination. Il faut que ça soit axé sur les personnes. Et donc, nous encourageons tout le monde, y compris les travailleurs de santé, à vraiment être bien informés de leurs droits. Voilà ce que j'avais ajouté. Merci, Nedi et Roy. Oui, ce que je pourrais noter, une chose que je pourrais noter, merci Peter, je note un principe fondamental dans la planification familiale, surtout important avec des méthodes permanentes, c'est lié à la qualité et bon soin, c'est de s'assurer un choix libre et bien informé, que les clients ne soient pas assujettis à une influence indue, qu'ils puissent choisir les méthodes de choix de manière libre et bien informée en toute connaissance du cause. Et ceci pourrait renforcer la qualité générale des soins de santé et aussi l'importance des champions, de ne pas essayer de former toute personne dans un pays, mais d'appuyer ceux qui sont les prestataires et les systèmes de services qui ont déjà fait preuve d'engagement vis-à-vis de la qualité et qui offrent des services de bonne qualité. Et nous savons dans tous les pays où se trouvent les bons services et là où les services sont moins bons, et là, il faut donner l'exemple de cette bonne qualité et dupliquer cela. Merci, Roy. Et avant de partir, Roy, quelles ont été quelques-unes des conséquences inattendues que vous avez rencontrées dans votre travail, que ce soit positif ou négatif, et comment est-ce que vous avez abordé cela? Donc, une conséquence inattendue, je me rappelle, c'était une leçon qui est toujours pertinente.
il y avait une campagne de communication pour promouvoir la responsabilité des hommes. Et le message était que la planification familiale, c'est votre choix. Et il était compris que les hommes devraient choisir, et seuls les hommes devraient choisir. Donc, ce n'était pas attendu, mais cela souligne la nécessité d'avoir une communication ouverte entre les couples et d'avoir un choix volontaire et mutuel de toute personne. Merci. Nédé, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les conséquences inattendues? Oui, merci. On en a eu une conséquence inattendue qui avait trait au fait que les hommes, lorsque les hommes prenaient les enfants au centre de service. Et c'est parce qu'on avait vraiment prévu que c'était les hommes qui amenaient l'enfant au centre de santé, parce que c'était une conséquence inattendue, parce qu'on s'attendait à ce que les hommes faisaient encore beaucoup plus, pas uniquement le fait de simplement prendre l'enfant au médecin. Ils amenaient les enfants au médecin, mais ils ne faisaient pas autre chose et on n'avait pas suffisamment d'espace désigné au centre de santé. Ce que j'ai vu dans le chat aussi, une question où on a demandé si on donnait des incitations aux hommes pour qu'ils amènent l'enfant aux établissements de santé. Non, on n'a pas fait cela et on n'offre pas des incitations aux hommes pour faire cela en Mozambique. Mais par la mobilisation communautaire et ce que nous faisons au niveau communautaire, nous avons constaté que les hommes ont adopté et sont prêts à faire cela et ils ont tous commencé à amener les enfants aux établissements de santé à cause de ce travail. Ce n'était pas vraiment prévu parce que c'était par la recherche, la réponse que nous avons anticipée. C'était quand même positif, mais c'est parce qu'on l'avait anticipé. Merci. Merci, Rosaline. Et ensuite, est-ce qu'il y avait des conséquences non anticipées, imprévues, positives ou négatives? Ah, oui, au niveau du projet, quand nous avons commencé l'implémentation l'année dernière de l'activité de communication de couple, une peut-être conséquence qu'on a eue à la suite, quand on a commencé à mettre, c'est que en tenant compte du message qui était véhiculé, on a commencé à se rendre compte que ce message, souvent les facilitateurs de ces activités, renforçaient un peu le pouvoir des hommes. Voilà, en voulant engager les hommes, parce que je prends un exemple, on dit l'homme doit soutenir sa femme ou bien l'homme doit aider sa femme ou bien accompagner sa femme pour la CPN. Et ce qui était mis en avant, on ne mettait pas en avant les besoins, les préférences, comment la femme souhaiterait que l'homme soit impliqué, quel type d'aide la femme souhaiterait avoir, mais on renforçait encore le pouvoir de l'homme en lui disant c'est lui qui devait prendre la décision de ce que sa femme doit aller à l'hôpital et on a dû retravailler avec les facilitateurs pour orienter le message qui était communiqué pour ne pas qu'on puisse avoir voilà, ces effets négatifs-là dans les résultats sur le terrain. Merci. Peter? 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 Oui, merci pour cela. J'ai une autre question. Rosaline, vous voulez dire quelque chose? Oh, Peter, pardon. Roy, vous voulez dire quelque chose? Oui, Peter, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai donné l'exemple qui était négatif, mais un autre exemple positif est l'importance des champions au Brésil. J'étais avec le médecin qui faisait le plus de vasectomie au pays, qui avait établi une organisation dédiée à la santé reproductive des hommes. Et on était en train de se promener à la plage et 15 hommes sont venus lui dire que oui, il avait fait sa vasectomie. Donc, dans un pays qui est connu comme étant très machismo et on pouvait penser que les hommes n'adoptent pas cette méthode, en fait, le Brésil a une prévalence de vasectomie d'à peu près 5%. Donc, cela souligne l'importance de champions et de prestataires de services très charismatiques et dynamiques. Merci. Donc, les leaders charismatiques, champions importants. Une autre question pour Aïcha et Rosaline et Kenny. Comment est-ce que
ces programmes de mise en œuvre pourraient mieux cibler les jeunes ou les populations marginalisées? Comment est-ce que vous voyez l'intersection qui joue un rôle dans la collaboration avec ces groupes? Rosaline, est-ce que vous voulez commencer? Comment est-ce qu'on pourrait cibler ces groupes vulnérables et ces jeunes? Aisha first. Rosaline, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Okay, go ahead. Yeah. OK. Je vais partager un peu l'expérience de mon projet. Quand nous avons commencé au niveau de nos interventions ici, le contexte au niveau des jeunes, des adolescents et des jeunes ici, c'est qu'en milieu rural, il n'existait pas d'espace sûr qui permettait aux adolescents et jeunes non scolarisés ou déscolarisés de pouvoir discuter ou partager des expériences en paix sur les questions de santé maternelle, planification familiale en lien avec le genre. Et quand on se trouvait aussi en milieu urbain, il y a des espaces qui sont disponibles, surtout dans les centres qui sont dédiés aux adolescents et jeunes. Mais ce sont des centres surtout pour des cibles scolarisées. Et les jeunes adolescents et jeunes non scolarisés analphabètes n'étaient pas confortables à échanger, à participer aux activités dans ces espaces avec leurs pairs qui étaient scolarisés. Et aussi en communauté, pour les activités de communication de couple, on a rencontré aussi ce défi-là. Les jeunes et les adolescents qui n'étaient pas aussi à l'aise à participer dans de mêmes espaces avec des adultes. Donc, les facteurs de l'intersectionnalité qui ont été mis en avant ici, c'était l'âge et surtout le niveau d'éducation. Et par rapport à cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû créer des interventions spécifiques pour ce groupe-là, adolescents et jeunes, en mettant en place des écoles de futurs maris, qui sont des espaces dans le cadre du projet MCGL qui leur sont dédiés, où ils peuvent partager des expériences sur les différentes thématiques du projet, la SC, la EPF en lien avec le genre. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup, Rosaline. Aïcha? Oui, merci. Je pense que ce qui est très important dans ce domaine, c'est de voir où on commence nos conversations. Et il fallait commencer avec les jeunes. Et dans la conception de programme, il faut garder à l'esprit toujours les jeunes parce que nous ne comprenons pas cette population. C'est une population qui est très différente. Depuis des décennies, on n'a pas vraiment écouté les jeunes dans un pays comme le Pakistan. Donc, c'est important d'élaborer des activités, les programmes qui prennent en compte leurs besoins, qui cherchent à les comprendre et ensuite les intégrer. Pour la communication, on a travaillé dans plusieurs villes, dans 2 grandes provinces au Pakistan, et on a voulu intégrer les jeunes pour donner leurs idées sur comment on pourrait véhiculer ces messages et par quel canal de communication. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que le premier jour, les différentes parties prenantes et les organisateurs ont été là et les jeunes qui participaient ont dit qui a élaboré ce sujet tabou. On ne sait pas comment donner des conseils, mais à la fin, ils ont pu donner des conseils. Et c'était des garçons et des filles ensemble dans la salle qui discutaient de ce sujet et qui créaient des jeux liés à ce sujet qu'ils avaient pensé être tabou. Et dans un pays comme le Pakistan, c'est très important, la santé reproductive et sexuelle est un domaine où il y a ces jeux ont été développés, notamment dans le cadre d'un jeu développé par un frère et une sœur, et ceci a été extrêmement utile. Aussi, les populations marginalisées, nous avons développé des programmes d'études ou des programmes de formation où il y a certaines qui ont le mandat de travail dans la communauté rurale, où il est difficile d'avoir accès aux services d'État où les soins de santé ne sont pas très accessibles. Donc, en formant ce cadre de personnes, on a renforcé vraiment l'accès parce que dès qu'on avait commencé à
faire cela, transformer cela en jeu, en concurrence, les hommes étaient plus aptes à s'impliquer par ces mobilisateurs sociaux qui sont plus disposés maintenant à aller dans ces communautés rurales. Et les communautés rurales reçoivent beaucoup plus facilement ou ouvertement ces informations. Donc, l'un des messages clés ici, c'est qu'il faut vraiment pousser les limites et il faut comprendre du point de vue du Pakistan, ce qu'on a appris, c'est que les hommes sont beaucoup plus susceptibles à s'impliquer dans cette dynamique que de ce qu'on avait pensé auparavant. Merci beaucoup, Aïcha. Pour les participants, si vous avez une question, certains ont levé la main. Si vous pouvez plutôt afficher vos questions dans le chat pour que les panélistes puissent répondre. Pour les panélistes, nos intervenants, il y a plusieurs questions des participants dans le chat. Si vous pouvez réagir ou répondre dans le chat, je vais poser certaines questions déjà dans le chat, mais cette dernière question aux intervenants avant de passer au chat, parce que c'est assez important. Si l'un ou deux des intervenants pourraient répondre, quelles sont quelques-unes des considérations que les entités de mise en œuvre doivent garder à l'esprit par rapport à ces pratiques d'impliquer les hommes sans compromettre ou limiter l'autonomie des femmes? Donc, est-ce qu'on peut faire impliquer les hommes sans pour autant limiter l'autonomie des femmes? Toute personne qui aimerait répondre à la question, ou peut-être Aïcha, vous pouvez commencer et ensuite quelqu'un d'autre pourrait suivre. Oui, désolé. Donc, j'étais en train de taper une réponse dans le chat. J'en ai fait allusion à cela tout à l'heure dans ma réponse avant. Comme il y a beaucoup de fausses conceptions liées à la perception des hommes de ce sujet et comment les hommes voient la planification familiale, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons mené une recherche exhaustive. Et ce que nous avons appris, c'est que quand on a fait une étude similaire avec les femmes, on a compris que leurs partenaires voulaient plus d'enfants. Et c'est pour cela qu'elles avaient plus d'enfants l'un après l'autre. Mais lorsqu'on a parlé aux hommes, les hommes ont dit non, nous ne voulons pas avoir plus d'enfants non plus parce qu'on est dans une crise économique. Dans ce pays, il y a beaucoup d'inflation, il y a beaucoup de coûts liés aux enfants et donc nous ne voulons pas avoir plus d'enfants. Mais c'est la société qui s'attend à ce qu'on ait plus d'enfants. Donc, nous avons compris et nous avons pris un peu de recul et on a fait preuve de sympathie avec les hommes et on a dit, voilà, une femme qui voulait un partenaire qui l'appuyait et voilà des hommes qui voulaient appuyer les partenaires aussi, mais qui n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, ça, c'était l'une des fausses conceptions que nous avons identifiées. D'autres fausses conceptions identifiées, c'est que souvent, il y a des fausses idées sur les effets secondaires qui persistent dans la communauté, qui venaient plutôt des hommes. Donc, les hommes pensaient que ces produits avaient plus d'effets secondaires. Et personne n'abordait pas vraiment ce problème ou personne ne leur disait ce que cela voulait vraiment dire. Donc, en résumé, il n'y a pas vraiment une solution de taille unique. Il faut avoir une segmentation au sein de votre groupe ciblé. Vous avez les hommes urbains sont différents des hommes ruraux. Il y a des différences au niveau du statut social et économique. Et donc, il faut avoir des approches taillées sur mesure selon les différentes couches ou groupes de la population. Merci. Peut-être encore un intervenant qui aimerait répondre à cette question de comment faire en sorte que les femmes gardent leur autonomie. Rosaline. OK, merci beaucoup. Allant sur la même lancée que Aïcha, je pourrais dire que il est important pour les responsables de programme de s'assurer que l'engagement des hommes ne discrimine pas certaines femmes ou bien ne constitue pas à marginaliser certaines femmes.
Voilà, nos programmes doivent engager les hommes de telle sorte à donner toute la priorité aux femmes. Je prends un exemple. Peut-être que dans un projet, nous voulons promouvoir un comportement et ce comportement, c'est que les hommes puissent peut-être soutenir ou accompagner leurs femmes pour leur visite prénatale. Et sur la base de ce comportement, on peut avoir peut-être certains prestataires peuvent avoir peut-être une attitude de prioriser certaines femmes qui viennent aux consultations avec leur partenaire. Et quand nous agissons de la sorte, cela pourrait discriminer ou bien marginaliser les femmes qui sont seules ou bien qui peut-être portent leur grossesse seules ou bien n'ont pas cette opportunité-là d'être accompagnées. Donc, nous devons faire en sorte que nos programmes d'engagement des hommes ne soient pas une discrimination pour les femmes, mais qu'elles puissent donner toute la priorité aux femmes et tenir compte de leurs besoins et de leurs préférences, tenir compte de comment les femmes souhaiteraient que les hommes s'impliquent. De la sorte, nous pourrons engager les hommes tout en autonomisant les femmes. Merci. Okay, thank you so much. Merci. Merci beaucoup, Rosaline. Il y a quelques questions. Il y a beaucoup de questions, en fait, de notre public. Merci d'avoir posé toutes ces questions. J'espère que les panélistes vont pouvoir répondre, mais je vais lire quelques-unes des questions. Il y a une question de Diallo qui demande quel est le pourcentage ou pourcentage, c'était 49%. Je pense que c'était pour la première présentation. Quelle était la raison de cela? Et ensuite, une question de Froline. Froline demande pour Nady, comment est-ce que vous abordez les normes sociales, sachant qu'il y a des influenceurs dans les communautés traditionnelles aussi. Donc, comment aborder ces questions de normes sociales? Ensuite, une question de Floriane qui posait cette question des normes sociales. Ensuite, il y a une question de Sonari. Sonari demande les compétences des prestataires, à quel point est-ce que ces compétences des prestataires ont un impact sur les programmes visant à augmenter l'engagement des hommes. Donc, et pour nos intervenants, vous pouvez répondre à toute question qui vous a été posée dans le chat, mais je vais laisser la parole à nos intervenants. Je vais commencer avec peut-être Roy. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous aimeriez répondre? Eh bien, oui, je vois qu'il y a une question. Désolé, je ne parle pas vraiment le français pour répondre en français, mais je vois qu'il y a une question du Mali pour savoir si la vasectomie serait appropriée au Mali et je pense par extension en Afrique de l'Ouest. Et je dirais que oui, si on ne jette pas les bases et normaliser cela comme un choix normal, ce ne serait jamais la norme. Et il y a des hommes dans tous les pays qui vont l'adopter, même aujourd'hui. On ne va pas s'attendre à ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'adoptent et les hommes et les femmes ont des craintes sur les effets potentiels, sur la productivité des hommes, etc., la performance des hommes, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir cela dans le menu de choix de méthodes possibles et d'en parler, de penser, de proposer cela et de parler cela dans les facultés de médecine où cela peut être mieux compris et connu. Dans toutes les régions, j'ai eu à faire face à cette mythe que la vasectomie, c'est comme la castration. Donc, si on n'aborde pas cette question maintenant, parce qu'on n'a pas abordé cela depuis 20-30 ans, et si on n'aborde pas cette question maintenant, on ne va pas continuer à avoir cette méthode si ce n'est pas disponible et connu et bien compris dans tous les pays. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il y aura une grande adoption bientôt. Merci, Roy. Kenny, est-ce que vous avez une question à laquelle vous aimeriez réagir rapidement? Oui, je voulais répondre à la question d'engagement des hommes du côté des prestataires. En lien avec cette question, qui dit à quel point est-ce que les compétences des prestataires ont un impact sur l'engagement des hommes, l'application des hommes. Les prestataires peuvent faire impliquer les hommes par le biais des jeux de société et ce jeu vise à créer une meilleure compréhension
de l'implication des hommes dans le planning familial. Comme je l'ai dit, le jeu cherche littéralement à créer des scénarios. Ces scénarios nous permettent aux hommes qui jouent ce jeu d'avoir une perspective plus large, d'élargir leur perception et d'examiner leur contexte. Et ceci permet aux hommes qui jouent le jeu de pouvoir apprendre de nouveaux aspects liés au planning familial. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais passer à Neddy. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez aborder? Oui, merci Peter. J'aimerais aborder la question sur les normes sociaux. J'ai vu une question liée à ces normes et comment on aborde cette question. Par rapport aux normes et dans les provinces où nous travaillons, nous essayons d'impliquer les différentes structures communautaires pour clarifier, préciser le pourquoi et le comment et pourquoi on s'attend à ce que les hommes soient aussi impliqués. On travaille avec les leaders religieux, si les normes sont liées aux croyances religieuses ou si les gens pensent qu'ils ne devraient pas s'impliquer à cause de certains principes religieux. Donc, on implique les chefs religieux aussi dans ces activités pour mieux préciser, clarifier les attentes. Et on a eu des expériences qui démontrent que si les chefs religieux parlent de l'importance de l'implication des hommes, eh bien, cette question peut être mieux résolue et on peut plus facilement impliquer les hommes. Merci, Neda. J'aimerais résumer que ce que j'ai appris est qu'il est très important d'impliquer les hommes et qu'il est aussi possible de faire impliquer les hommes, mais il faut être innovateur. Peut-être les hommes ont un manque de connaissances sur certaines de ces questions, donc il faut les sensibiliser davantage et si les hommes sont plus impliqués, on peut renforcer l'autonomie des femmes et tout le monde. Donc, mais cela dépend d'un contexte à l'autre. J'aimerais remercier tout le monde d'être avec nous aujourd'hui et à nos intervenants pour une discussion très animée. Veuillez prendre quelques instants pour partager vos retours d'information dans l'évaluation et le lien va être affiché dans le chat. Donc, veuillez donner vos commentaires sur ce webinaire et on va partager ces commentaires par email. Et merci de vous rejoindre à nous pour ce webinaire si important. Et si vous pourrez cliquer sur le lien pour l'enquête et donner vos retours d'information. Merci. Je remercie également nos panélistes très capables, Roy, Aïcha, Rosaline, Kenny et Neda, et les collègues chez Momentum d'avoir organisé ce webinaire. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, nous allons vous transmettre plus d'informations bientôt, les présentations et les enregistrements et toutes les ressources qui ont été évoquées aujourd'hui dans notre webinaire. Merci beaucoup et passez une bonne journée ou fin de journée. Merci et au revoir. Merci, merci.